Bienvenue à chacun de vous. Je suis encore très content de vous retrouver. Et aujourd'hui, je veux vraiment vous partager 5 choses très importantes qui font en sorte que vous avez été sélectionné, vous avez soumis vos documents et ensuite vous recevez des refus. Et il y en a de plus en plus. Cependant, souvent ces personnes qui ont ces refus-là, on n'en parle pas. Mais j'aimerais en parler pour déjà sensibiliser vous qui n'êtes pas encore dans le bassin ou encore vous qui avez été sélectionné et qui êtes dans l'euphorie de la sélection. Ça fait du bien. Il y a certaines personnes qui sont dans le bassin depuis déjà 6 mois et après ont reçu une sélection, c'est la joie. Mais il faut redescendre sur terre parce que cette joie sera très courte si vous ne faites pas les choses correctement dans la suite. Donc ici, c'est vraiment mon aide pour vous. Je vous dis félicitations ceux qui sont sélectionnés et précisément, quelles sont ces choses-là qui font en sorte que vous ayez des refus? La première chose, j'ai pris des notes ici pour pas que je puisse oublier une seule chose. Donc, j'ai coché 5 choses. La première chose, c'est la disposition des documents. Lorsque vous avez obtenu une sélection, que ce soit entrée express ou pour les candidats des provinces, donc les candidats des provinces, je parle de ceux qui ont fait ARIMA ou les programmes d'autres provinces qui passent hors entrée express, vous devez d'abord créer un compte. Vous avez créé un compte et ensuite on vous sort la liste des documents. Le compte s'appelle le compte clé GC. Et on vous sort ensuite la liste des documents parce que vous remplissez des informations. Sur base des informations, on va vous demander, ce ne sont pas déjà les mêmes documents qu'on demande. Imaginez que moi, dans ma déclaration, j'ai déclaré que je suis en conjoint de fait. Donc on ne me demandera pas les mêmes documents qu'une personne qui a déclaré qu'elle est célibataire ou mariée. Voilà, donc sur base des informations que l'on remplit, on a les documents qu'on nous demande. Ensuite, lorsque on envoie ces documents-là, parfois il y a du flou dans les documents. Parfois il y a des documents qui ne sont pas visibles. Parfois il y a des documents qui sont difficiles à comprendre. Le facteur que je veux soulever ici, c'est que IRCC rappelle sur son site que lorsque un agent ne comprend pas bien votre dossier, il est en droit de vous refuser le visa. Alors les agents ne sont pas pareils, chacun a son caractère. Vous devez comprendre que les agents qui traitent vos demandes, ce sont des humains. On ne sait pas sous quelle humeur il s'est réveillé et donc il faut prendre des précautions. Lorsque vous scannez vos documents, prenez le soin. Si les documents, vous ne les trouvez pas assez lisibles, ne l'envoyez pas ainsi. Utilisez vos membres de famille pour vous confirmer que ces documents sont très bien lisibles avant de les envoyer. Parce que vous pouvez les trouver lisibles, mais quelqu'un d'autre, un deuxième œil, va vous confirmer que non, ça, on ne peut pas l'envoyer comme ceci. Donc, il faut le modifier. Il faut refaire le scan. Donc, les documents qui sont fous ne passent pas au niveau de l'immigration. N'oubliez pas cette phrase. Un agent qui se pose des questions n'est pas susceptible d'aller dans votre sens. Il n'est pas susceptible de vous aider. Il est plus enclin à vous emmener vers un refus. Donc, ne faites pas à ce que l'agent se pose énormément de questions sur votre dossier. Donc, premièrement, il faut que vos documents soient clairs et en couleur. On n'envoie pas des scans noir sur blanc. J'ai déjà vu un refus juste pour ça. À moins que votre document original soit en couleur noir sur blanc, ce qui est très rare. Mais sinon, vous envoyez des scans en couleur et ça doit être clair. Ceci étant dit, lorsqu'il y a des informations que vous-même vous trouvez que c'est flou, le nom de votre père qui a été peut-être mal écrit, une date de naissance d'un père qui est né dans les années 1000 et quelques, on ne sait pas la date exacte. Il y a des situations comme ça. L'acte de naissance a tel problème, le passeport a telle situation, dans votre lettre de référence, il y a tel... Donc, quelque chose qui n'est pas assez clair, il faut toujours joindre ce qu'on appelle une lettre explicative. La lettre explicative, c'est un document qui n'est pas demandé, que vous ajoutez à votre dossier pour expliquer à l'agent d'immigration les raisons pour lesquelles votre document n'est pas comme il devrait être. Pourquoi ce nom est comme ceci? Pourquoi votre diplôme, vous l'avez obtenu en novembre 2020, mais sur votre diplôme, on écrit novembre 2021. Vous devez expliquer ça dans la lettre explicative, de sorte que l'agent qui va traiter votre demande se retrouve. Et quand il y a des lettres explicatives, je vous dis, rarement il y a ce qu'on appelle des ADR. ADR, c'est
Additional document request, c'est en anglais, ça veut dire ajout des documents supplémentaires. C'est-à-dire que lorsque l'agent trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment clair, il ajoute des documents, il demande des documents supplémentaires. Et c'est tout à fait normal. Et ça retarde la procédure, ça retarde les délais de traitement de votre procédure. Donc si vous ne voulez pas passer par tout ça, rassurez-vous que c'est clair, c'est en couleur, que vous avez expliqué. Et surtout, ce que les gens ne savent pas, c'est que par exemple pour Entrée Express, on dispose les documents par fichier. Dans un fichier études, par exemple, tu as les diplômes, les relevés d'études, tu as l'évaluation du diplôme, tu as le test de langue, tu as tout ça. Et souvent, vous êtes étonné, j'ai tout envoyé, mais on me demande encore le test de langue parce que c'est un long fichier où vous avez compilé tous ces documents. Donc, avant de mettre ces documents, mettez toujours une première page. Vous mettez le sommaire. Dans le sommaire, là, vous décrivez tous les documents que vous avez. Vous dites que dans ce fichier, j'ai le test de langue, le diplôme post-secondaire le plus élevé, j'ai 3 bulletins relevés de notes, j'ai le test de français. Vous indiquez tout ça et une fois que vous indiquez tout ça, alors l'agent ne va plus se poser des questions. Là, ça sera totalement clair. Il y a la lettre explicative, il y a le sommaire, tout est clair. Vous allez voir que même si vous soumettez au même moment, vous êtes 3, vous qui avez fait tout ce que je suis en train de vous dire, votre procédure ira un peu plus vite. Ah oui. Après, sauf si vous allez dans un bureau de traitement, parce que ça ne dépend pas de vous. Il y a des bureaux de traitement qui sont très, très lourds. Comme le bureau des Toboticon, je ne sais pas, les Toboticon. C'est un bureau réputé pour être très, très, très lourd dans le traitement. Donc ça ne dépend pas de vous. Mais autant que ça dépend de vous, comme dit la Bible, faites le bien, faites ce qui est correct. Ça, c'était la première raison, la disposition des documents, la clarté des documents, la lettre explicative, le sommaire, c'est ce que vous devez faire. Deuxièmement, c'est la preuve financière. Lorsqu'on parle de preuve financière, tout le monde tremble. Mais ce qui est plus important, c'est que vous devez comprendre à quoi on s'attend lorsqu'on parle de preuve financière. La preuve financière, ce n'est pas de l'argent physique que vous envoyez au Canada pour leur dire que vous êtes en mesure de prendre soin de vous lorsque vous serez arrivé sur le territoire. Non, c'est pas ça. La preuve financière, c'est vraiment un document que la banque vous établit, où il y a votre historique bancaire, l'année d'ouverture de votre compte bancaire, le solde, le nom, votre nom, les mouvements que vous avez fait. Donc, on voit que vous avez de la capacité financière à travers ce document. Donc, c'est votre banque qui vous délivre ce document. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des problèmes avec les preuves financières? Déjà, c'est qu'il y a des documents que certaines personnes partent falsifier. Même moi qui ne suis pas agent, dès que je vois le document, je peux dire ça ne va jamais passer. Ça ne va jamais passer. Je vois là, on a essayé de bidouiller des choses. Je vois. Combien de fois un agent qui a été formé pour voir ces choses-là? Donc, lorsque vous faites vos choses, je ne vais pas citer des noms ici, rassurez-vous sur ce que vous faites. Et si j'ai un conseil à vous donner sur la preuve financière, c'est de toujours vous approcher de votre gestionnaire de compte. Ouais, ces gars-là, ils connaissent beaucoup de choses. Rapprochez-vous toujours de votre gestionnaire de compte et parlez-lui de ce que vous voulez faire, ce dont vous avez besoin. Ça vous aidera beaucoup. La preuve financière que vous présentez, elle doit être le compte. Vous devez en être propriétaire depuis déjà une année. Et ensuite, vous devez prouver cette preuve financière sur les 6 derniers mois. On ne vous exige pas que le compte soit courant. Il peut être un compte épargne, mais il faut qu'on voit les mouvements. Il ne faut pas qu'il y ait des crédits, c'est-à-dire que vous avez injecté l'argent dans le compte sur les 6 derniers mois que vous déclarez, des gros montants qui ne correspondent pas à votre salaire mensuel sans que vous justifiez cela. Je gagne par exemple 300 000 francs CFA par mois et j'injecte un montant d'1 million. D'où vient cet argent? L'agent d'immigration va se poser des questions. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Il me faut démontrer la provenance de cet argent. Si j'ai vendu un objet, il me faut la preuve que j'ai vendu cet objet. Il me faut donc une attestation de vente. Mais moi-même, je peux fabriquer mon attestation de vente. Alors, il faut que cette attestation de vente soit également signée par un notaire. Ça viendra justifier le fait que j'ai injecté un montant qui ne correspond pas à mon salaire parce que mon salaire est indiqué déjà dans mes bulletins de paie. Donc, je ne peux pas tricher avec ça. Ça prouve maintenant à l'agent que cet argent, ce n'est pas mon salaire, mais j'avais vendu tel objet. Voilà la signature du notaire. Voilà l'attestation de solde, de vente, si vous voulez. Et toujours joindre une lettre explicative. J'en reviens un, n'oubliez pas.
lorsque vous faites cela. Si vous ne faites pas ça, l'agent va se poser des questions. Et je vous ai dit, retenez la phrase, un agent qui se pose des questions n'est pas partant pour vous donner le visa. Voilà. Donc, faites ce que je vous dis. Au cas contraire, si ce n'est pas quelque chose que vous avez vendu, si c'est de l'argent qu'on vous a donné, que la personne qui vous a donné cet argent-là vous fasse une attestation de don qu'un notaire toujours devra signer. Complétez toujours la lettre explicative. Donc voilà pour la preuve financière, ça doit être votre compte. L'argent, vous ne le démontrez pas physiquement, vous tirez juste les relevés. Les documents dont vous avez besoin, c'est le relevé bancaire, donc sur les 6 derniers mois. Si vous avez injecté par exemple 5 millions avant les 6 derniers mois, vous n'avez pas besoin de le justifier. D'ailleurs, ça ne va même pas apparaître dans votre relevé. On va juste voir qu'il y avait déjà de l'argent là-bas. Mais si c'est sur les 6 derniers mois, vous devez justifier les gros montants. Mais si c'est des montants qui correspondent à 300 000, votre salaire et tout, vous n'avez pas besoin de les justifier. C'est votre argent, on le sait. Un agent qui se pose des questions n'est pas en mesure de vous accorder le visa. Faites en sorte que l'agent ne se pose pas de questions. Joignez des lettres explicatives lorsque vous savez qu'il y a des choses qui paraissent assez floues dans votre procédure. C'était le point 2 sur la preuve financière. Si vous voulez connaître c'est quoi la preuve financière pour le Canada, tapez entrée express preuve de fonds sur Google. On va vous donner les montants pour une famille de 2, quand vous êtes seul, quand vous êtes 3, ainsi de suite. Je crois que c'est pour une personne, c'est 14 000 et quelques, et ainsi de suite. On ajoute 3 000 et quelques dollars par membre. Et voilà, ça vous donne la preuve financière globale. Maintenant, le troisième point, les preuves d'expérience professionnelle. Je sais que la plupart des gens, lorsqu'ils veulent immigrer au Canada, surtout en tant que résident permanent, et qu'on leur demande des preuves d'expérience professionnelle, ils sont un peu perdus. Ils fournissent ce qu'on appelle les attestations de travail et les certificats de travail. Si ça passe dans votre pays, ça ne passe pas forcément au Canada. Donc, vous ne pouvez pas juste le fournir comme ça. Ce qu'il vous faut, par contre, c'est une lettre de référence professionnelle. Et la lettre de référence professionnelle, c'est vraiment quelque chose de différent. Là, il y a vos tâches, on décrit ce que vous faites à l'infinitif. Il y a le nombre d'heures de travail, il y a le salaire annuel et c'est signé par votre supérieur hiérarchique. C'est totalement différent des attestations. C'est pourquoi beaucoup de gens ont envoyé des attestations et se sont vus refuser le visa. Dis, mais j'ai envoyé, oui, mais on ne voit pas tes tâches. Comment on confirme que tu as un métier qualifié pour entrer express? Voilà le problème. Donc, je vous exhorte à ne pas aller dans cette même direction. Chaque fois que vous fournissez des lettres de référence, rassurez-vous. Par contre, il y a des employeurs qui refusent de vous donner, surtout en Afrique, une lettre de référence. Il y a d'autres, même l'attestation, ils ne te donnent pas. Donc, la lettre de référence, ils ne donnera pas. Comment remplacer ça? N'oubliez pas les informations que j'ai citées dans la lettre de référence. Donc, si vous n'avez pas de lettre de référence, rapprochez-vous de votre employeur, ayez au moins votre contrat de travail. Sur votre attestation normale qu'on vous donne en Afrique, ajoutez votre contrat de travail, parce que dans votre contrat de travail, il est indiqué votre salaire. Le nombre d'heures que vous travaillez par semaine est indiqué là-bas. Les tâches, on va les trouver plutôt sur votre fiche de paye. Votre fiche de poste, pardon. Sur votre fiche de poste, on voit les tâches que vous faites et le salaire est confirmé par votre bulletin de paye. Donc, si vous n'avez pas de lettre de référence, voici ce que vous devez fournir. Contrat de travail, fiche de poste, des fiches de paye, donc peut-être 6 derniers mois ou 3 derniers mois, ça dépend de vous, mais ça va venir remplacer et ça va passer. Mais si vous ne faites pas ça, l'agent va se poser des questions, il va commencer à vous demander des documents qu'à la base on ne demande pas. Déjà quand vous faites votre procédure, vous savez que la CNPS ou la CNSS, on ne la demande pas, ça ne fait pas partie des documents requis. Mais si vous avez mal présenté vos trucs, on va ensuite vous demander ça. Et c'est là, si vous n'en aviez pas, vous allez être cloué. Donc, prenez le soin de suivre ce qu'on vous demande. Ne vous dites pas qu'il va comprendre. Il ne va pas comprendre. Il y a des gens qui vous ont précédé et n'ont pas compris. Le Canada, le quatrième point, c'est les documents non traduits. Le Canada, c'est un pays bilingue, entre griffes. Plus anglophone, mais on va dire bilingue parce que les 2 langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Anglais et français. Tous vos documents, ceci étant dit, doivent être soit en français ou en anglais. Si votre document est dans une langue autre que le français ou l'anglais, il faut le traduire. Mais comment traduire un document? Il faut aller vers un traducteur assermenté, c'est-à-dire certifié, qui a la possibilité, qui a été mandaté pour ça.
Voilà. Il y a des indications sur le site d'IRCC sur comment traduire ces documents, comment trouver un traducteur. Donc, si vos documents ne sont pas en anglais ou en français, vous devez les traduire. Il y a des gens qui se sont mal pris et qui sont partis comme ça là, documents non traduits, et qui ont eu des refus juste pour cette simple raison. C'est un peu regrettable. Le dernier point, ce sont les anciennes demandes. Lorsque vous faites une demande, que ça soit une demande de visa d'études, visa de permis de travail, visa de visiteur, vous avez déjà été répertorié au Canada. Vous avez un IUC, un numéro d'identification unique. Ce numéro-là, si on le tape, on ressort toutes les informations que vous aviez déclarées avant. Lorsque vous faites une nouvelle demande, rassurez-vous que vos informations anciennes concordent avec les nouvelles informations. Vous ne pouvez pas, il y a 6 mois, il y a 3 ans, déclarer que en 2020, vous étiez célibataire et maintenant vous venez faire la résidence, vous dites que depuis 2019, vous êtes marié. Vous vous dites que première demande, comme ça a été refusé, il n'y a pas de problème, on a oublié. Mais non. Les informations se reconstituent. Et dans ta nouvelle demande, si on te pose la question, est-ce que tu as une ancienne demande? Mon frère, ma soeur, dis oui, très vite. N'essaie pas de jouer ce jeu-là en disant, je vais dire non, on ne va pas découvrir, ils vont découvrir. Parce qu'on a des informations déjà. Donc dis oui, dis la vérité et fais en sorte que tes informations coïncident. Si ça ne concorde pas, tu te crées des problèmes. Là encore, ça fait une fausse déclaration et une interdiction de territoire. Il y a beaucoup de petites raisons, mais ces raisons que j'ai évoquées sont les raisons qui me semblent les plus majeures. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. N'oubliez pas la conférence, je serai là. Je vais répondre à toutes les questions. Je vais vous parler des choses que je ne peux pas partager sur Internet. La billetterie est ouverte. Le numéro que vous devez contacter est dans la description et dans le premier commentaire pour vous inscrire, pour participer. L'entrée sera juste à 10 000 pour essayer de rééquilibrer les choses. On fonce à Douala où j'aurai une conférence et après Yaoundé, Abidjan. Voilà, donc n'oubliez pas le timing. Commencez déjà à vous préparer vos questions. Ne ratez pas cette occasion. Quand on est en face, on peut bien discuter. Ici, j'essaie de faire de mon mieux, mais je peux pas tout faire. Voilà, sur ce, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Et surtout, je vous souhaite beaucoup de réussite. Alors, pour vous enregistrer pour cette conférence, il vous suffit de contacter le numéro. Vous voyez qu'il y a 2 numéros pour Douala et 2 numéros pour Yaoundé. Vous contactez le numéro de Douala si vous êtes à Douala et vous contactez le numéro de Yaoundé si vous êtes à Yaoundé. Ils vont vous donner de plus en plus d'informations. L'entrée standard, c'est bien sûr à 10 000. Voilà. Et il y a des gens qui sont des étudiants, qui ont quelques difficultés. À ce moment-là, ça sera à 5 000. Et les gens que vous allez contacter vont vous donner de plus en plus d'informations. Essayez de vous inscrire à temps pour qu'on finalise les listes et qu'on sache le nombre exact de ceux qui seront là. Pour ceux qui sont à Abidjan et au Bénin, vous me contactez directement sur mon WhatsApp qui est affiché dans la description. Je vous donnerai un numéro que vous allez contacter parce que la réservation des salles dans ces endroits est encore en cours, donc on ne peut pas indiquer sur l'affiche encore. Prenez soin de vous et à très bientôt. On se voit sur place. Merci.